Il y a un débat en ce moment autour de l'équipe de France. Cherki ou Olysée titulaire? Et moi aussi, je me suis surpris à avoir une opinion claire et ferme sur la question. Je vais pas vous la donner ici parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je me suis dit derrière. Parce qu'à un moment donné, je me suis arrêté 3 hours later. et je me suis dit, Arnaud, sérieusement, au final, qu'est-ce qui te permet d'avoir autant d'assurance dans ton choix? Et je me suis presque moqué de moi-même, parce que je parlais comme si j'avais observé les deux en profondeur, comme si j'avais vraiment toute la matière pour juger, alors qu'en réalité, c'était pas le cas. Alors, je me suis posé une question beaucoup plus large. Aujourd'hui, comment on fait pour juger un joueur? Comment on construit son opinion de lui? Sur quoi ça se repose finalement? Parce que, est-ce qu'on a toujours assez de matière pour être aussi tranché qu'on le pense? Et c'est exactement ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que cette question dépasse largement le cadre Cherki au lycée. Elle touche à la manière dont se construisent les réputations, les préférences, les certitudes autour des joueurs. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a souvent des opinions solides dans un monde où on ne peut pas tout voir. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de football. Vous n'allez pas me dire qu'avec la Ligue 1 à suivre, la Première Ligue, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, les matchs de sélection, les trêves internationales, les coupes nationales, les affiches du week-end, celles de la semaine, et en plus, des fois, il y a des gros matchs en même temps. Il y a trop de matchs et on ne peut pas tout suivre. Et si en plus, on rajoute autour de ça le fait qu'il y a le travail, la fatigue, la famille, aller faire du sport, aller voir ses proches, regarder une série sur Netflix, voilà, dormir, voilà, c'est profiter un peu de la vie hors écran. Personne ne peut tout suivre avec sérieux. Notre regard se construit autrement, qui se construit à travers des résumés, des extraits, des clips, des stats, des commentaires, des impressions. Donc en fait, ça revient à dire que ça change comment on consomme notre football. On consomme notre football de manière, je dirais, fragmentée. Et cette consommation fragmentée aujourd'hui, elle a pris une forme dominante. La culture du highlight. Oui, le highlight, au départ, c'est pas le problème. Le problème, c'est la place qu'elle a prise. Parce qu'il n'est plus juste un résumé pratique aujourd'hui, c'est devenu un filtre. Et parfois, on finit même par lui donner la même valeur que si on avait regardé le match en vrai. Et c'est là qu'à mon sens, ça commence à se dérégler. Et pour voir à quel point ce filtre peut changer notre perception d'un joueur, j'aimerais juste rappeler un exemple. Lionel Messi, quand il arrive au PSG. Est-ce que vous vous souvenez? Quand Messi arrive en Ligue 1, beaucoup de gens découvrent soudain qu'il marche beaucoup, qu'il ne fait pas forcément beaucoup d'efforts défensifs et qu'il participe peu au travail sans ballon. Tu voyais une vraie surprise. C'est comme si on découvrait quelque chose qu'on nous avait caché. Alors que pour tous ceux qui suivaient Messi pendant des années, c'était pas une révélation du tout, ça faisait partie du joueur. Et ça où c'est super intéressant. Parce que beaucoup disaient connaître Messi, mais en fait, ils connaissaient surtout ses fulgurants, ses dribbles, ses passes, ses moments de génie. Ils connaissaient le joueur en mode highlight, pas forcément le joueur dans sa totalité. Et c'est exactement le cœur du sujet aujourd'hui. Parce qu'un joueur, ça ne s'évalue pas en un clin d'œil. Un joueur, c'est pas seulement un geste fort, un but, une passe décisive, une action spectaculaire. Il y a aussi son intelligence de jeu, ses déplacements, sa lecture des espaces, sa capacité à compenser, ses efforts, sa discipline tactique, sa régularité. Son physique même peut être fort en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps plongé. Et ça demande du temps à voir. Le message central que j'essaie de faire passer, il est simple. Ça ne veut pas dire d'arrêter de regarder les highlights, ça n'aura aucun sens. Le but, c'est d'arrêter de les prendre pour un jugement. Autrement dit, c'est les utiliser comme une porte d'entrée, mais pas comme un verdict. Parce qu'un highlight, par définition, c'est déjà une sélection. Quelqu'un qui s'assoit et qui choisit, ça va les intéresser. Ça, c'est important. Je vais couper, je vais monter exactement. Voilà. Il fait les décisions de ce qui mérite d'être retenu. Et ce choix va presque toujours dans le même sens. Il faut capter l'intention des gens. Donc ça va choisir ce qui va vite, ce qui se partage bien, ce qui est spectaculaire, qui fait réagir, etc. Donc, un highlight ne montre pas seulement moins, mais il montre surtout ce qui va le plus vite. Et ça change tout. Parce que ce qui explique le mieux un joueur, c'est pas toujours ce qui impressionne le plus vite. Parfois, ce qui fait la valeur d'un joueur, c'est exactement ce que le clip ne montre pas. C'est la capacité à fermer les espaces, à équilibrer une structure, l'intelligence avec ses partenaires, l'intelligence de placement, etc. Et tout ça, ça passe rarement dans un highlight. Du coup, premier problème. Déjà, le highlight, il déforme le match. Parce que ça enlève les temps morts, la continuité, etc. Donc, au final, on regarde pas vraiment le match en version courte. On regarde une lecture du match. On regarde la lecture de la personne qui l'a fait le montage. Et si la lecture du match est orientée, celle du joueur aussi, elle est orientée. Et là, ça passe au deuxième problème. C'est que le highlight finit par fabriquer une image du joueur. Parce qu'à force de répétition, il ne montre plus seulement des actions. Il raconte une identité. Il peut vendre un joueur comme un crack permanent, un génie du dribble, un joueur décisif, ou alors comme un joueur brouillon, vide, sans intelligence de jeu. Alors qu'en réalité, il raconte surtout la partie d'un joueur qui se montre bien. Et c'est là où on ressent parfois le décalage. Tu crois connaître un joueur, et quand tu regardes un match en entier, tu te rends compte que c'est pas exactement ce que tu avais dans la tête. Pas forcément parce qu'il est moins bon, mais parce qu'on t'avait toujours montré une version partielle de ce joueur-là. Et le highlight ne vend pas seulement des actions, il vend aussi une promesse de joueur. Et cette promesse, elle peut être fausse. Mais ça s'arrête pas là, parce que le highlight ne change pas seulement au niveau de la perception du niveau du joueur, mais aussi une perception de sa personnalité sur le terrain. Et on le voit souvent sur Twitter. Une sélection d'images, tu peux faire passer un joueur pour soit il est généreux, soit il est égoïste, soit il est fair play.
Soit il est détestable, soit il est calme, soit il est nonchalant, soit il est passionné, soit arrogant, soit leader ou soit diva. Et parfois avec des images du même match. Donc, et l'idée, c'est pas de mentir frontalement, c'est qu'il fait une sélection d'images. Donc à ce moment-là, on ne manipule plus seulement ce qu'on pense du joueur, mais on manipule ce qu'on ressent pour lui. Et les highlights sont pas les seuls filtres en plus. Parce que par-dessus, récemment, ça fait une 10-15 d'années, on a rajouté les stats. On connaît tous l'adage. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Mais on oublie souvent la deuxième partie. C'est que les hommes mentent avec les chiffres. Et c'est exactement pour ça que les stats, elles aussi, doivent être manipulées avec prudence. Parce qu'un joueur peut être décisif sans être réellement bon. Et un joueur peut être bon sans être décisif. Une stat, ça montre quelque chose, mais ça n'explique pas à elle seule un joueur. Et surtout, on n'utilise pas les stats toujours de la même manière selon le joueur. Pour certains, but et pas décisif suffisent à clore le débat. Pour d'autres, ou parfois pour les mêmes, mais à un autre moment, on nous dit soudain qu'il faut regarder le contenu, l'attitude, le jeu sans ballon, l'impact réel. Et on le voit bien avec Kylian Mbappé. Alors attention, je précise tout de suite ce que je veux dire. Je ne prends pas la défense de Kylian Mbappé, je ne l'attaque pas non plus. Je le prends juste comme exemple pour montrer une chose très simple, la dualité du discours. À certains moments, ces chiffres nous montraient comme preuve absolue que c'était un top joueur. Aujourd'hui, on nous explique que ça suffit pas. Et le problème, c'est pas qu'on nuance les stats. Le problème, c'est qu'on les nuance surtout quand ça arrange le narratif qu'on veut tenir. Donc au fond, le mécanisme est toujours le même. Le highlight flatte l'œil et la stat flatte l'impression, je dirais, de maîtrise. Mais ni l'un ni l'autre ne servent à comprendre un joueur. Il faut en rajouter une couche. Et en plus de ces deux éléments-là, il faut rajouter une autre couche, sinon ce serait pas marrant. Il faut rajouter les médias, vous connaissez cette chaîne, on parle beaucoup des médias et de la manière dont ils racontent le football, de la manière dont ils racontent les joueurs. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'en parle souvent dans d'autres et j'en parlerai dans le futur, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Je veux juste m'attarder sur quelque chose. Les joueurs ne sont pas racontés de manière neutre, la plupart du temps. Déjà, il y a des préférences, des affinités, des relations, des antipathies, et même des conflits personnels que le public ne connaît pas entre journalistes et joueurs. Or, il y a forcément des tensions, des problèmes de personnalité, des ressentiments qui ne sont pas forcément connus du public, mais qui influencent malgré tout le ton, le choix de mots, la manière dont un joueur est raconté. Et là, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus pervers, parce qu'on peut orienter l'opinion sans annoncer clairement d'où vient le biais. Chez certains, on va parler de caractère, chez d'autres, on va parler de mauvais comportement. Chez certains, on va parler de confiance, d'autres d'arrogance, etc., etc. Et à force d'entendre toujours les mêmes mots, les mêmes angles et les mêmes sous-entendus, ça finit par influencer notre regard. Donc au fond, si on rajoute les trois couches, les highlights nous montrent des images, les stats habillent le joueur d'une certaine apparence d'objectivité, et les discours médias viennent souvent donner un sens. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme-là ne touche pas seulement les joueurs. Ça touche aussi les championnats. L'exemple parfait, c'est avec la Ligue 1 et la fameuse expression Farmers League. Ce qui est fascinant, c'est que le niveau de certitude avec beaucoup de gens parlent sur la Ligue 1 ne correspond pas aux gens qui la regardent. Et là, les audiences le montrent très bien. Tout le monde n'observe pas la Ligue 1 régulièrement, mais tout le monde a un avis. Tout le monde dit Farmers League, Farmers League. Le mot circule, le cliché s'installe, la réputation devient une punchline. Parce que ça sonne bien. Et c'est exactement le même problème qu'on a cité depuis le début, mais sauf à une autre échelle. Il y a peu d'observations directes, mais il y a beaucoup de certitudes. Un récit qui finit par paraître plus vrai que le réel. Et un dernier point aussi qui remet un peu tout ça en place, c'est que quand un club, un sélectionneur ou un staff veut vraiment juger un joueur, est-ce qu'il regarde seulement les highlights? Est-ce qu'il regarde juste un papier sur un email avec les stats d'un joueur? Ou est-ce qu'il regarde juste une compilation? Non, ils envoient des scouts, ils envoient des analystes, des rapports, ils se déplacent eux-mêmes pour aller dans le stade, ils regardent le contexte, il y a des observations sur la durée. Pourquoi? Parce qu'évaluer un joueur sérieusement, ça demande du temps, de la répétition et du travail. Donc si même ceux dont le métier ont besoin de tout ça pour juger un joueur, qu'est-ce que ça dit de nous quand quelques images ou quelques chiffres nous suffisent à rendre un verdict définitif? Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas débattre. Mais ça devra au moins nous rappeler une chose. Un jugement fort devrait toujours être basé sur des bases solides. Donc au fond, le vrai sujet, c'est pas seulement de savoir si les highlights simplifient le foot. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que les highlights sont en train de faire de notre manière de regarder le foot. Et ma réponse, c'est qu'il nous pousse à confondre visibilité et valeur, exposition et compréhension, intensité d'un clip et qualité réelle d'un joueur. Donc mon message, au fond, il est simple. Faire beaucoup plus attention à la manière dont on consomme les highlights. Toujours questionner d'où viennent nos impressions d'un joueur. Parce que parfois, on croit connaître un joueur, alors qu'on a surtout vu une sélection d'images, une impression ou un récit qui nous est préparé pour nous. Donc au fond,
Sur Cherki et Olysée, oui, j'ai mon opinion, mais elle est beaucoup moins tranchée qu'avant. Et je vais pas vous la partager ici. Suspense, suspense, hein. Tous les secrets ne sont pas bons à savoir. Le vrai but, c'est vraiment de lancer cette réflexion. Comment on juge un joueur et sur quoi on se base pour vraiment le faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous êtes déjà abonné, merci encore d'être là. Et si vous êtes jusqu'au bout en plus, merci beaucoup parce que je sais que ça demande beaucoup sur YouTube. Donc merci à vous et on se retrouve à très bientôt à la prochaine. Ciao, ciao.